Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une démarche assez singulière. Oui, celle de David Bédécard. Exactement. Sa correspondance avec des tueurs en série parmi les pires, qu'il raconte dans son livre Les mots du mal. On va explorer un peu ça, voir ce qui en ressort. C'est une immersion, pas une analyse froide de criminologue. C'est sa quête personnelle, en fait. Il cherchait à comprendre, c'est ça? Une réalité qu'on connaît surtout par la fiction. Tout à fait. Toucher du doigt leur parcours, souvent chaotique dès l'enfance, à travers leurs propres mots. Et il dit lui-même que ça l'a beaucoup impliqué. Il parle de naviguer entre empathie, enfin une empathie un peu paradoxale, Oui, et le risque constant de manipulation, savoir si c'est sincère ou pas. c'est ça, la difficulté de discerner le vrai du faux. Il évoque même une forme de catharsis pour lui, mais attention, danger. Ah oui, il le souligne. Et c'est bien ça le cœur du problème, non? Est-ce que les regrets, les intérêts culturels qu'ils affichent, Ou les confidences qu'ils font. est-ce que tout ça c'est authentique? Ou c'est juste une façade, une stratégie pour manipuler ou peut-être revivre leurs crimes? Ou juste tuer l'ennui en prison? C'est vertigineux comme question. Prenons Patrick Wayne Kearney, par exemple. Ah oui, Kearney, Dans ses lettres, il apparaît intelligent, il s'intéresse même au français, à l'ésotérisme, il a traduit le dragon rouge, quand même. mais en même temps, il glisse des trucs, des allusions assez glaçantes. Un smiley pour parler de cannibalisme, des dessins à double sens. Ce contraste est frappant entre cette façade, on va dire, cultivée, et la brutalité de ses actes. C'était un tueur organisé, nécrophile. Le livre mentionne aussi sa relation avec Manson en prison, d'ailleurs, qu'il ne le supportait pas. Oui, ça ajoute à la complexité du personnage. Cette espèce de dualité constante. Alors, ces carnets jouent sur une certaine perversité sophistiquée. Douglas Daniel Clark, lui, c'est plus brut de décoffrage, non? Ah oui, Clark c'est autre chose. Plein de contradictions. Il critique à fond les Américains, mais il est ancré dans leur culture. Et puis cette obsession pour son ex-complice, Carol Bundy. Complètement. Il la décrit comme folle, manipulatrice. En gros, c'est elle la responsable, pas lui. C'est une rationalisation constante, en fait. Tout à fait. Et en même temps, il est fasciné par une autre criminelle, Véronica Compton. C'est noté dans le livre. Une sorte de partenaire idéal fantasmé, peut-être? Et ses lettres sont bourrées d'argot, de mépris pour tout le système. Oui, un profil très différent. Et à l'opposé de tout ça, il y a Francis Howlm. Descartes trouve la correspondance pénible. Oui, à cause de sa simplicité d'esprit, c'est ça. C'est ça, des lettres naïves, répétitives, la fameuse phrase «J'ai mangé du chorizo». Ah oui, le chorizo de Holm. Mais parfois, derrière cette simplicité, on sent poindre la haine, les névroses. Et c'est ça qui est déroutant, cette banalité apparente qui côtoie une violence extrême. D'ailleurs, l'échange s'est arrêté net, non? Oui, intervention de la gendarmerie française. Ça montre aussi les limites de la surveillance de ce genre de communication, surtout en France. Tout à fait. Et puis le cas peut-être le plus connu, David Berkowitz. Le fils de Sam. Sa transformation est saisissante. Le tueur des années 70 qui se disait possédé Oui, complètement délirant à l'époque. se présente dans ses lettres comme un chrétien repenti. Calme, réfléchi, parlant de foi, de pardon divin, il dit avoir été l'esclave de Satan. Impressionnant. Mais là encore, on en revient toujours à la même question. Sincérité ou masque ultime? Exactement. Le livre ne tranche pas, il laisse planer ce doute. C'est une constante dans tous ces échanges, cette ambiguïté. Ces lettres nous apprennent aussi des choses sur un phénomène plus large, la murderabilia. Ah oui, le commerce d'objets liés au tueur. Descartes explore un peu ce milieu, son attrait parfois, étonnant, même pour des célébrités apparemment. Un attrait que les lois type Son of Sam essayent de limiter d'ailleurs, pour empêcher les criminels de profiter financièrement de leur notoriété morbide. Ce qui nous ramène à la fascination qu'ils peuvent exercer. Libristophilie. Pour les criminels, le syndrome Bonnie and Clyde, comme on dit parfois. Descartes raconte d'ailleurs que son entourage ne comprenait pas du tout sa démarche. On imagine, oui. Et au milieu de tout ça, il y a cette idée de banalité du mal, chère à Hannah Arendt. C'est-à-dire, Tous ces petits détails du quotidien, les préférences alimentaires, les programmes télé qu'ils regardent, les petits cadeaux qu'ils échangent. Kearney qui lit des romans d'espionnage, Holmes et son chorizo. C'est ça. Des détails triviaux qui existent à côté de l'horreur absolue de leurs actes. Et ça rend leur monstruosité presque plus réelle, plus dérangeante. Parce que ça les ancre dans une forme d'humanité, en fait. Exactement. Ce ne sont pas juste des monstres abstraits sortis d'un film. Au final, ces mots du mal, comme les appelle Descartes, c'est une fenêtre assez troublante sur des psychés complexes. Où tout se mélange. L'intelligence, le vide, la manipulation, peut-être des éclats de sincérité, qui sait. Et la banalité,
qui côtoient la violence extrême. Ça en dit long sur eux, c'est sûr. Mais sur nous aussi, peut-être. Hmm, Sur cette fascination qu'ils continuent d'exercer. tout à fait. Et ça nous laisse avec une question finalement. Au-delà de la répulsion ou de l'attrait immédiat, qu'est-ce qu'on cherche, au fond, en s'intéressant à ces maux du mal? Hmm. Est-ce qu'on explore nos propres parts d'ombre? Est-ce qu'on interroge les limites de l'humain? Est-ce que plonger dans leur esprit, ça nous aide à comprendre les abîmes dont on est capable, ou est-ce que ça nous en rapproche dangereusement? C'est une question qui reste ouverte et qui donne à réfléchir.